Je m'appelle Camille et j'ai 23 ans. Mon frère a ignoré chaque anniversaire que j'ai fêté, puis il m'a ordonné d'annuler mon voyage de fin d'études parce qu'il avait besoin d'une garde d'enfants gratuite. Quand j'ai refusé, il a écrit « Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ainsi que tu nous remercies ». J'ai renvoyé une seule capture d'écran. Exactement 30 minutes plus tard, il m'a appelé en tremblant. « Comment as-tu trouvé ça ?» 3 jours avant la remise des diplômes, il parlait comme si mon temps lui appartenait déjà. « Ce n'est que pour 5 jours, disait-il. La famille fait des sacrifices. Mes vols étaient payés. Mon hôtel n'était pas remboursable, et ce voyage était la seule promesse que je m'étais faite après 4 années épuisantes. Il ne m'a pas demandé de reconsidérer ma décision. Il m'a ordonné de l'annuler. Pendant des années, je l'avais défendu et j'avais accepté que mes étapes de vie comptent toujours moins que son confort. Mais cet après-midi-là, alors que je cherchais mes documents de diplôme dans un dossier cloud familial partagé, j'ai trouvé une réservation qu'il ne s'attendait jamais à me voir trouver. Les dates correspondaient à mon voyage. Les noms sur la réservation correspondaient aussi. L'argent aussi. J'ai capturé la page et je l'ai envoyée sans aucun commentaire. Quand il a enfin appelé, l'autorité avait disparu de sa voix. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'avait pas peur que je lui refuse ce service. Il avait peur que je montre à tout le monde pourquoi il avait besoin que je disparaisse. Et ce que j'ai découvert après cette capture d'écran n'a pas seulement annulé son plan secret. Cela a révélé combien d'années ma famille avait payé pour ces mensonges alors qu'on me reprochait d'être égoïste. Avant de vous raconter la suite, dites-moi quel temps il fait chez vous. Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Mon frère s'appelait Bastien, et à 32 ans, il maîtrisait l'art de transformer une demande en obligation. Quand nous étions plus jeunes, il était le plus bruyant, le plus confiant, l'enfant qui pouvait entrer dans une pièce en retard et en devenir quand même le centre. J'étais la plus discrète. Celle qui remarquait quand notre mère avait l'air fatiguée, qui débarrassait la table sans qu'on lui demande, qui acceptait d'aider juste pour cette fois jusqu'à ce que l'aide devienne mon rôle permanent. Bastien ne me contrôlait pas en criant tous les jours. Il me contrôlait en jouant la surprise chaque fois que je disais non. Cette surprise me donnait toujours l'impression d'avoir violé une règle que tout le monde comprenait. Mes anniversaires montraient ce schéma mieux que tout. Pour mes 18 ans, il a promis de venir après le travail, puis a posté des photos d'un bar sportif à 2 heures de là. Pour mes 19 ans, il a envoyé un emoji pouce levé le lendemain matin. Pour mes 20 ans, il a emprunté ma Renault Clio et me l'a rendue avec le réservoir vide. Pour mes 21 ans, il a dit que sa femme, Élodie, était débordée et m'a demandé de passer la soirée à les aider chez eux. J'y suis allée. J'ai même apporté le petit gâteau que ma colocataire m'avait acheté dans leur cuisine et je l'ai laissé non ouvert dans le réfrigérateur. Pour mes 23 ans, j'ai arrêté de l'inviter. C'est ainsi qu'il a prétendu plus tard n'avoir rien raté. Tu ne m'as jamais dit que tu faisais quelque chose, disait-il comme si un anniversaire changeait de date quand il ne faisait pas attention. Pourtant, je continuais à lui trouver des excuses. Bastien avait des responsabilités. Bastien était sous pression. Bastien avait une famille. L'explication changeait, mais la conclusion restait la même. Ses besoins étaient réels, et les miens étaient facultatifs. Élodie n'était pas cruelle envers moi. En fait, la plupart du temps, elle semblait embarrassée par la désinvolture avec laquelle Bastien disposait de mon temps, mais elle le corrigeait rarement devant nous. Elle me lançait un sourire désolé, puis acceptait l'aide car la refuser signifiait déclencher une autre dispute avec lui. Ce silence faisait d'elle une partie du système, même si elle ne l'avait pas conçu. Le voyage de remise des diplômes devait être ma première véritable rupture avec ce système. Manon, ma meilleure amie d'université, et moi avions passé presque 2 ans à planifier 5 jours à Marrakech après la cérémonie. Nous avions choisi des vols à bas prix, partagé une petite chambre d'hôtel et économisé en évitant les sorties coûteuses. J'ai payé chaque euro moi-même. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Quand Bastien a appelé, il a dit qu'Élodie traversait une semaine difficile et avait besoin de repos. Il n'a jamais expliqué quelle était cette difficulté. Il a simplement annoncé qu'ils avaient besoin de moi chez eux du jeudi au lundi.
C'étaient les dates exactes de mon voyage. Embaucher quelqu'un, ai-je dit. Nous avons cherché, a-t-il répondu trop vite. C'est impossible à court terme. Alors change tes plans. La ligne est devenue silencieuse. C'était le premier moment où j'ai senti qu'il y avait des plans qu'il n'avait pas mentionnés. Il s'est repris en me disant que la famille ne faisait pas payer la famille, qu'on ne pouvait pas faire confiance à des inconnus et que je devrais être reconnaissante pour tout ce que lui et nos parents avaient fait pendant que j'étais à l'université. Cette déclaration était insultante parce que Bastien n'avait presque rien fait. Nos parents ont aidé pour une partie de mes frais d'inscription la première année, et j'ai couvert le reste par des bourses, des jobs étudiants et des prêts. Bastien m'avait une fois aidé à déplacer un bureau dans mon appartement. Il mentionnait ce bureau depuis 4 ans. Que as-tu fait exactement pour moi? Ai-je demandé. Sa respiration a changé. Ne sois pas irrespectueuse. Je demande un exemple. Cette attitude est la raison pour laquelle personne ne peut compter sur toi. J'ai failli rire. Au cours des 18 derniers mois, j'avais conduit Élodie à un rendez-vous médical, fait leurs courses, arrosé leurs plantes, assuré 3 gardes d'enfants de dernière minute et aidé Bastien à préparer ses documents fiscaux parce qu'il disait que les chiffres lui donnaient mal à la tête. Il n'avait assisté à aucun de mes événements académiques. Tu dépends de moi constamment, ai-je dit. Tu n'as juste pas assez de respect pour moi pour appeler cela de la dépendance. Il a mis fin à l'appel avec un avertissement déguisé en déception. Si je partais en voyage, disait-il, tout le monde se souviendrait que j'avais choisi des vacances plutôt que la famille. Puis est venu le SMS sur le remboursement. J'aurais pu répondre par un autre argument si je n'avais pas eu besoin du scan de mon passeport. Notre mère gardait des copies numériques des documents familiaux importants dans un dossier cloud partagé. Elle m'avait demandé de le réorganiser un mois plus tôt parce que Bastien continuait de télécharger des fichiers dans des sous-dossiers aléatoires. Je l'ai ouvert, j'ai cherché mon nom et j'ai trouvé un dossier étiqueté diplôme. À l'intérieur se trouvait ma copie de passeport, un vieux reçu de frais de scolarité et un tableur que je ne reconnaissais pas. Le tableur montrait un virement de 4 500 € de nos parents à Bastien. La note à côté disait « Garde d'enfants d'urgence et semaine de récupération pour Élodie ». Attaché en dessous se trouvait un reçu PDF. Bastien l'avait apparemment enregistré dans le mauvais dossier. C'était une réservation pour 2 adultes dans un complexe hôtelier en bord de mer à Saint-Tropez, comprenant une suite privée, un forfait spa et le transfert. L'enregistrement était le jeudi. Le départ était le lundi. Il n'y avait pas d'urgence familiale. Bastien avait pris de l'argent à nos parents en prétendant qu'Élodie avait besoin d'aide, avait prévu de m'utiliser comme garde d'enfants gratuite et s'était réservé des vacances pendant mon propre voyage de fin d'études. Ce qui faisait le plus mal n'était pas le mensonge. C'était la confiance derrière tout ça. Il était certain que je céderais avant de poser assez de questions. J'ai capturé la page montrant son nom, le nom d'Élodie, les dates et la référence de paiement. Puis je lui ai envoyé. Pendant 30 minutes, il n'a rien dit. Quand il a enfin appelé, l'autorité avait disparu de sa voix. « Comment as-tu trouvé ça ?» a-t-il chuchoté. J'ai regardé à nouveau la capture d'écran et j'ai compris quelque chose que j'aurais dû apprendre des années plus tôt. Les gens qui vous traitent d'égoïste parce que vous fixez une limite protègent souvent le bénéfice qu'ils reçoivent quand vous n'en avez aucune. Bastien n'a pas demandé si j'avais mal compris la réservation. Il n'a pas expliqué qu'elle était vieille, annulée ou réservée pour quelqu'un d'autre. Sa première question était de savoir comment je l'avais trouvée, ce qui me confirmait que la capture d'écran était réelle avant même qu'il n'avoue quoi que ce soit. C'était dans le dossier familial, ai-je dit. Le même dossier que maman m'a demandé d'organiser. Tu n'avais pas le droit d'ouvrir mes documents privés. Tu l'as téléchargé à côté de mon passeport. Ça n'en fait pas le tien. Mon voyage de fin d'études non plus. Il a expiré bruyamment, puis a baissé la voix comme si le calme pouvait restaurer son contrôle. Il a prétendu que le séjour était une surprise pour Élodie parce qu'elle était épuisée. Il a dit que l'argent de nos parents était un prêt temporaire. Il a insisté sur le fait que le problème de garde d'enfants était toujours réel, comme si placer le mot réel à côté d'un mensonge le rendait respectable. J'ai demandé pourquoi il m'avait dit qu'Élodie traversait quelque chose de grave au lieu de dire qu'il voulait des vacances.
Parce que tu aurais dit non, a-t-il lâché. L'honnêteté de cette phrase m'a stupéfié. Il avait menti parce que la vérité m'aurait permis de choisir. Dans son esprit, mon choix était l'obstacle, pas sa tromperie. Annule ton séjour, ai-je dit. Non, ce n'est pas remboursable. Mon hôtel non plus. Ton voyage est une célébration. Le nôtre est nécessaire. J'ai regardé le forfait SPA listé sous son nom. Nécessaire pour qui? Sa réponse est venue comme une menace. Si je montrais la capture d'écran à nos parents, disait-il, je créerais un conflit qui pourrait endommager définitivement la famille. Il m'a rappelé que la tension artérielle de notre père était élevée, que notre mère détestait la confrontation et qu'Élodie ne méritait pas une humiliation publique. Chaque conséquence de son mensonge devenait soudainement ma responsabilité. Cela avait toujours été le tour le plus efficace de Bastien. Il allumait l'allumette, puis me tendait l'alarme incendie et me reprochait de faire du bruit. Tu as jusqu'à ce soir pour supprimer cette capture d'écran, a-t-il dit. Sinon quoi? Sinon tu prouveras que tu tiens plus à avoir raison qu'à cette famille. J'ai coupé l'appel avant qu'il ne puisse remodeler la vérité à nouveau. Mes mains tremblaient, mais pas parce que je doutais de ce que j'avais vu. J'étais terrifiée par la facilité avec laquelle une partie de moi voulait encore le protéger. Combien d'années quelqu'un peut-il vous appeler sa famille tout en traitant votre vie comme une ressource qui lui appartient? Je suis allée chez Manon et je lui ai tout montré. Elle a lu la note de virement 2 fois, puis a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Es-tu sûre qu'Élodie est au courant? Jusque-là, j'avais supposé qu'elle l'était. Son nom était sur la réservation. Le forfait SPA était pour 2, mais Manon m'a rappelé que Bastien gérait leur réservation de voyage et la plupart de leurs finances. Élodie pouvait être au courant pour le séjour sans savoir d'où venait l'argent ni ce que Bastien nous avait raconté. Ne la rend pas coupable parce qu'il a utilisé son nom. Manon a dit que c'était le premier défi que quelqu'un me lançait et cela a empêché ma colère de devenir imprudente. J'ai envoyé un message neutre à Élodie. Bastien m'a demandé de garder les enfants de jeudi à lundi et a dit que tu avais besoin d'aide. Avant de répondre, peux-tu me dire quel est le plan? Elle a répondu 10 minutes plus tard. Il m'a dit que tu avais proposé parce que ton voyage était la semaine suivante. J'ai lu la phrase 3 fois. Puis un autre message est arrivé. Attends, tes dates sont les mêmes que les nôtres? J'ai envoyé seulement oui. Elle a appelé immédiatement. Sa confusion semblait sincère. Bastien lui avait dit que je voulais rester chez eux parce que la famille de ma colocataire venait en visite. Il lui avait aussi dit que nos parents leur avaient offert un cadeau d'anniversaire de mariage. Elle était au courant pour la réservation à Saint-Tropez, mais pas pour l'histoire d'urgence, ni pour le virement, ni pour son exigence que j'annule quoi que ce soit. Je ne te demanderai jamais de rater tes projets de diplôme pour ça, a-t-elle dit. Je suis tellement désolée. Je l'ai cru, mais la croire n'effaçait pas les années où elle l'avait regardé m'assigner des tâches sans me demander mon avis. Tu ne savais peut-être pas pour ce mensonge, ai-je dit. Mais tu savais qu'il traite mon temps comme s'il était gratuit. Elle est restée silencieuse. Finalement, elle a admis que j'avais raison. Elle avait accepté l'aide parce que c'était plus facile que de l'affronter. Ses excuses n'étaient pas parfaites, mais elles étaient spécifiques et cela comptait. Elle m'a transféré un message que Bastien lui avait envoyé plus tôt ce matin-là. Camille a confirmé, ne mentionne pas le voyage avant notre départ. Ce message a transformé la situation. Le reçu de l'hôtel prouvait qu'il avait un secret. La capture d'écran d'Élodie prouvait qu'il avait construit ce secret sur mon accord forcé avant même que je ne donne le mien. Manon m'a poussé à tout envoyer à nos parents immédiatement. J'ai failli le faire. Puis je me suis souvenu de la façon dont Bastien opérait. Si je l'accusais par SMS, il inonderait la conversation d'explications, de demi-vérités et de distractions émotionnelles. Il prétendrait que le dossier était confus, que les dates avaient changé, qu'Élodie avait mal compris. J'avais besoin qu'il parle avant qu'il ne sache combien de preuves j'avais. Alors, j'ai répondu à son avertissement par une seule phrase. Discutons de cela avec tout le monde demain soir. Sa réponse est apparue presque instantanément. Il n'y a rien à discuter. Une minute plus tard, ne mêle pas papa et maman à ça. Puis, appelle-moi maintenant.
J'ai posé mon téléphone face contre terre. Pour la première fois, son urgence n'est pas devenue la mienne. Le lendemain matin, Bastien a lancé la version des faits qu'il espérait voir atteindre nos parents en premier. Dans le groupe familial, il a écrit qu'Élodie était débordée, que j'avais retiré mon aide promise au dernier moment et que mes vacances de diplôme étaient devenues plus importantes pour moi que les gens qui m'avaient soutenu. Il n'a jamais mentionné Saint-Tropez. Il n'a jamais mentionné les 4 500 €. Notre mère a répondu par une question inquiète demandant si tout le monde allait bien. Notre père a écrit « Camille, appelle-nous quand tu peux ». Bastien a enchaîné avec « S'il vous plaît, ne l'attaquez pas. Elle est jeune et émotive ». Cette phrase était conçue pour paraître protectrice tout en rendant tout ce que je dirais plus tard immature. Mon pouce a survolé les captures d'écran, mais je ne les ai pas envoyées. Au lieu de cela, j'ai appelé notre mère en privé et j'ai demandé si elle et papa pouvaient venir à mon appartement ce soir-là. Je lui ai dit qu'il y avait des documents qu'elle devait voir et que Bastien devait être présent. Elle voulait une explication au téléphone. J'ai dit que je la donnerais en personne parce que je ne voulais pas que quelqu'un prétende plus tard que les preuves avaient été sorties de leur contexte. Son silence m'a dit qu'elle comprenait que c'était plus important qu'un simple désaccord sur la garde d'enfants. À midi, Bastien avait appelé 6 fois. Ses messages passaient par toutes les stratégies possibles. La colère, la culpabilité, l'affection, le déni et enfin le marchandage. Il disait qu'il avait seulement voulu donner du repos à Élodie. Il disait que nos parents seraient humiliés. Il m'a rappelé qu'il m'avait appris à faire du vélo quand j'avais 6 ans. Puis il a proposé de payer la moitié de mes frais d'annulation d'hôtel si je restais à la maison. J'ai enregistré chaque message. Vers 14 h, Élodie a appelé et m'a dit que Bastien avait exigé qu'elle dise que le séjour était un cadeau de dernière minute d'un ami. Elle a refusé. Il l'a accusée de prendre mon parti et a dit que j'essayais de détruire leur mariage. Je ne prends pas parti, lui a-t-elle dit. Je refuse de mentir. Elle avait fait un sac et était partie chez sa sœur pour la nuit. C'était la première conséquence que Bastien n'avait pas anticipée. Il avait traité Élodie comme une partie de sa défense, pas comme une personne capable de retirer sa coopération. Manon est arrivée tôt pour m'aider à organiser les documents. Nous avons construit une chronologie simple sur mon ordinateur, le virement de nos parents, la réservation du séjour, l'exigence de Bastien que j'annule, son message à Élodie disant que j'avais confirmé, et ses menaces après que j'ai trouvé le reçu. Alors que nous cherchions dans le dossier partagé le relevé original du virement, nous avons trouvé autre chose. Bastien avait créé un tableur intitulé Remboursements familiaux. Il listait l'argent que nos parents lui avaient envoyé au cours des 2 dernières années pour des urgences, des réparations de voitures, l'entretien de la maison, des frais médicaux et la garde d'enfants. Certaines entrées semblaient légitimes. D'autres avaient des notes renvoyant à des reçus qui ne correspondaient pas au but déclaré. Une réparation de chauffe-eau de 1 200 € était suivie d'un paiement à un club de golf. 800 € pour une plomberie urgente correspondait à la date de billet de concert qu'il avait posté en ligne. Je ne savais pas si chaque entrée suspecte était malhonnête, et je refusais de faire des affirmations que je ne pouvais pas prouver, mais le schéma était suffisant pour soulever des questions. Manon m'a regardé et a dit « Ce n'est plus seulement une question de voyage ». Elle avait raison, mais je savais aussi que la vengeance pouvait devenir imprudente si je laissais la colère décider de ce qui comptait comme vérité. J'ai séparé les preuves confirmées des entrées suspectes et je les ai clairement étiquetées. À 19 h, nos parents sont arrivés ensemble. Notre père avait l'air sévère. Notre mère avait l'air effrayée. Bastien est arrivé avec 10 minutes de retard, est entré sans frapper et a immédiatement exigé de savoir pourquoi Manon était là. Je lui ai dit qu'elle était mon témoin et qu'elle resterait. C'est une affaire de famille privée, a-t-il dit. C'est devenu mon affaire quand tu as essayé de réécrire ce qui s'est passé, a répondu Manon. Bastien s'est tourné vers nos parents et a commencé son discours avant que quiconque ne s'assoie. Il a dit que j'étais devenu égoïste depuis que je m'étais fait des amis à l'université. Il a dit qu'Élodie était épuisée. Il a dit qu'il avait demandé 5 jours, pas 5 ans. Puis il m'a regardé avec l'expression qu'il utilisait depuis l'enfance chaque fois qu'il s'attendait à ce que je me rende. Dis-leur que tu as mal compris, a-t-il dit.
J'ai connecté mon ordinateur à la télévision. La première image est apparue, sa confirmation de séjour à côté du virement étiqueté garde d'enfants d'urgence. Notre mère a couvert sa bouche. Notre père n'a pas bougé. Bastien a regardé l'écran, puis moi. Tu as fouillé dans mes fichiers. Non, ai-je dit, j'ai suivi l'argent que tu as mis dans mon dossier de diplôme. Je suis passé à l'image suivante, son message disant à Élodie que j'avais déjà accepté. Puis la suivante, son avertissement disant que l'exposé endommagerait la famille. Le visage de Bastien a perdu ses couleurs. Pourtant, il a essayé de se reprendre. Il a prétendu qu'il avait prévu de rembourser l'argent après une prime de travail. Notre père a demandé pourquoi il avait décrit le virement comme une urgence. Bastien a dit que cette formulation était un malentendu. Notre mère a demandé pourquoi il avait dit à Élodie que j'étais volontaire. Bastien a blâmé le stress. Chaque réponse contredisait la précédente. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Élodie est entrée portant ses propres messages imprimés. Bastien ne savait pas que je l'avais invité. Pour la première fois ce soir-là, il avait l'air véritablement effrayé. Élodie n'a pas élevé la voix. Cela la rendait plus dangereuse pour Bastien que n'importe quel cri. Elle a posé les messages imprimés sur la table basse et lui a demandé d'expliquer pourquoi il lui avait dit que j'étais volontaire, pourquoi il avait dit à nos parents que le voyage était une urgence médicale, et pourquoi il m'avait dit qu'elle ne pouvait pas s'en sortir sans mon aide. Bastien a regardé autour de lui comme si l'un de nous allait le sauver. Personne ne l'a fait. J'essayais de faire en sorte que ça marche pour tout le monde, a-t-il dit. Élodie a eu un rire amer. Pour tout le monde. Camille perd son voyage de diplôme, tes parents perdent 4 500 €, et je deviens l'excuse. Tu es la seule personne qui obtient ce qu'elle veut. Bastien a insisté sur le fait que le séjour était censé réparer leur mariage. Cet aveu n'a fait qu'empirer les choses. Élodie a révélé qu'il se disputait parce qu'il prenait sans cesse des décisions financières sans lui dire. Il avait présenté Saint-Tropez comme un forfait d'anniversaire à prix réduit payé avec des points de fidélité. Elle ne savait pas qu'il avait emprunté de l'argent à nos parents. Et elle ne savait certainement pas qu'il avait prévu de me forcer à garder les enfants en inventant une crise autour d'elle. Tu m'as fait passer pour une incapable, a-t-elle dit, parce que tu savais que Camille se sentirait coupable. Bastien s'est tourné vers moi. Tu vois ce que tu as fait ? Le vieil instinct a surgi en moi. L'envie de réduire la tension, d'adoucir la vérité et de protéger tout le monde de l'inconfort qu'il avait créé. Puis j'ai regardé la télévision où ses propres mots restaient figés sur l'écran. Non, ai-je dit. Nous voyons ce que tu as fait. Notre père a fini par parler. Il a demandé à Bastien d'ouvrir le tableur des remboursements familiaux et d'expliquer chaque entrée. Bastien a refusé, disant que la réunion était devenue un guet-apens. Papa lui a rappelé que Bastien avait aidé à gérer la facturation de la petite entreprise de rénovation immobilière que nos parents possédaient. Parce qu'il gérait déjà les paiements des fournisseurs, il lui avait fait confiance lorsqu'il demandait des remboursements personnels. Les reçus suspects menaçaient maintenant plus que l'harmonie familiale. Il menaçait la confiance qui lui permettait d'accéder aux comptes de l'entreprise. Bastien m'a accusé d'essayer de le faire licencier. Je n'ai pas créé ces entrées, j'ai répondu. Je les ai trouvées parce que tu as caché tes vacances à côté de mes documents. Papa a demandé à nouveau une explication. Bastien a admis la charge du club de golf, mais a prétendu avoir mélangé deux reçus. Il a admis les billets de concert, mais a dit qu'il prévoyait de rendre l'argent. À chaque confession partielle, le schéma devenait plus clair. Il ne pensait pas que prendre l'argent était mal, s'il avait l'intention, à un moment futur indéfini, de le remplacer. Il traitait la confiance comme il traitait mon temps, comme quelque chose de disponible à emprunter sans permission. Notre mère a commencé à pleurer, pas fort, mais avec le chagrin sidéré de quelqu'un qui revoit des années de souvenirs sous un jour différent. Elle a demandé si la raison pour laquelle Bastien avait raté mes 21 ans était le concert du week-end financé par la soi-disant urgence de plomberie. Il a détourné le regard. Ce silence lui a répondu. J'avais cru que son absence signifiait que je ne comptais pas assez pour qu'il s'en souvienne. La vérité était plus laide. Il s'était souvenu,
s'était choisi lui-même, et avait financé ce choix avec la générosité de nos parents basée sur des mensonges. Combien de fois? A demandé maman. Bastien a dit qu'il ne savait pas. Papa s'est levé et lui a dit que son accès à tous les comptes de l'entreprise et de la famille était suspendu immédiatement. Un comptable externe examinerait chaque remboursement des 3 dernières années. Chaque charge personnelle devra être remboursée. Jusqu'à la fin de l'examen, Bastien ne travaillerait plus avec les finances de l'entreprise ni n'approuverait les paiements. Le visage de Bastien s'est durci. Vous la choisissez plutôt que moi. Papa a répondu, ce n'est pas un concours entre mes enfants. C'est une conséquence de tes décisions. Élodie a retiré son alliance et l'a placée à côté des messages imprimés. Elle n'a pas annoncé la fin de leur mariage. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, d'un accès complet à leur dossier financier et de la vérité avant de décider de la suite. La réservation du séjour serait annulée, même si l'acompte était perdu. Bastien l'a supplié de ne pas prendre de décision permanente à cause d'une seule erreur. Une seule erreur? A-t-elle demandé. Tu as menti à chaque personne dans cette pièce d'une manière différente. Puis Bastien est venu vers moi, baissant la voix. Il a proposé de rembourser les 4 500 € lui-même si je supprimais les captures d'écran et disait à nos parents que les autres entrées étaient un malentendu. Même après avoir été exposé, il pensait que la solution était un autre accord privé. J'ai reculé et j'ai dit, « Tu penses toujours que le silence est quelque chose que tu peux m'acheter ?» Manon s'est placée à côté de moi. Papa a dit à Bastien de partir. Il a refusé au début, disant que c'était mon appartement mais une réunion de famille, comme si ces mots lui donnaient la propriété de la pièce. Maman a ouvert la porte. « Pars », a-t-elle dit. Il l'a regardée, choqué. Elle avait passé des années à lisser son comportement, et il avait confondu sa patience avec une permission permanente. Quand il est enfin sorti, personne ne l'a suivi. La pièce est restée silencieuse jusqu'à ce que le son de sa voiture disparaisse. Je m'attendais à un triomphe. Au lieu de cela, j'ai ressenti un mélange de deuil et de soulagement. La vengeance n'était pas une explosion de bonheur. C'était le retour du poids sur la personne qui n'avait cessé de le placer sur tous les autres. Bastien a perdu ses vacances, l'accès à l'argent familial, la confiance de sa femme et sa position d'autorité incontestée en une soirée. Je ne lui avais pas pris ces choses. J'avais simplement arrêté de me tenir entre lui et le coup de ses propres choix. Le matin de la remise des diplômes a commencé par un message de Bastien. J'espère que m'humilier en valait la peine. Je l'ai lu une fois, je l'ai enregistré avec les autres, et j'ai bloqué son numéro pour la journée. Cette petite action semblait plus puissante que n'importe quelle réponse. J'avais passé des années à croire qu'être une bonne sœur exigeait un accès immédiat à ma personne. Maintenant, je comprenais que cet accès n'était pas de l'amour. C'était un privilège et il en avait abusé. Manon m'a aidé à épingler ma coiffe pendant que notre mère ajustait le col de ma robe. Papa est arrivé avec des fleurs et une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un mot écrit à la main demandant pardon pour chaque fois qu'ils avaient accepté la version de Bastien sans demander la mienne. Ils ne se sont pas excusés en disant qu'il était persuasif. Ils ont admis qu'il avait été plus facile de me mettre la pression parce que je cédais d'habitude. Leur honnêteté faisait mal, mais elle nous donnait aussi un point de départ réel. Élodie est venue séparément. Elle m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle avait annulé Saint-Tropez. L'hôtel a gardé une grande partie de l'acompte et Bastien a reçu l'ordre de rembourser nos parents depuis son compte personnel. Elle logeait toujours chez sa sœur. J'aurais dû le défier plus tôt, a-t-elle dit. J'ai aussi bénéficié de ton silence. Je l'ai remercié de l'avoir dit, mais je ne me suis pas précipitée pour la consoler. Des excuses ne m'obligeaient pas à effacer ma propre colère. À l'amphithéâtre, j'ai vu Bastien près de l'entrée. Il avait apparemment appris les détails de la cérémonie par nos parents avant que papa ne lui dise de ne pas venir. Il s'est mis sur mon chemin et a dit qu'il voulait seulement 2 minutes. J'ai continué à marcher. Il a suivi, m'accusant de monter tout le monde contre lui et de détruire sa réputation pour des vacances. Plusieurs camarades de classe se sont tournés vers nous. Dans le passé, l'attention publique m'aurait fait céder. Cette fois, je me suis arrêtée et je lui ai fait face.
Ta réputation était bâtie sur ce que les gens ne savaient pas, ai-je dit. Je ne l'ai pas détruite en disant la vérité. Il a baissé la voix et a exigé que je dise à papa que l'audit financier était inutile. J'ai demandé s'il avait remboursé l'argent. Il a dit que ce n'était pas la question. C'est exactement la question. Il a voulu me prendre le bras, mais Élodie s'est interposée entre nous avant qu'il ne me touche. Papa est arrivé quelques secondes plus tard et a dit à Bastien de partir. Bastien a regardé notre mère, attendant qu'elle adoucisse l'ordre. Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui appartient à Camille, a-t-elle dit. Tu as pris assez de ces moments importants. Son visage s'est crispé quand les mots ont porté. Puis il s'est détourné et s'est éloigné à travers les familles portant des fleurs, des appareils photos et des pancartes pour les diplômés qu'elles étaient venues célébrer. Quand mon nom a été appelé, j'ai traversé la scène sans chercher dans la foule le frère qui avait raté chaque anniversaire. J'ai vu Manon m'acclamer, Élodie applaudir et mes parents debout ensemble. L'absence qui avait autrefois défini chaque célébration n'était plus la preuve que j'étais insignifiante. C'était l'espace enfin libéré pour les gens qui voulaient être là. Après la cérémonie, nous avons pris des photos sous la bannière de l'université. Bastien n'était pas dessus. Personne ne nous a demandé de l'attendre. Personne n'a suggéré de prendre une autre photo plus tard pour qu'il ne se sente pas exclu. Cette conséquence semblait petite par rapport à l'argent et à l'audit, mais je savais que c'était ce qui le dérangerait le plus. Il avait toujours supposé que le cercle familial resterait ouvert peu importe son comportement. Ce jour-là, le cercle s'est refermé sans lui. Au dîner, papa a annoncé que le premier examen avait déjà trouvé plusieurs charges personnelles déguisées en dépenses urgentes. Bastien rembourserait chaque montant confirmé et il ne gérerait plus les finances de l'entreprise même après le remboursement. Maman a dit qu'il changeait aussi la façon dont la famille répondait aux demandes. Plus de virements d'argent sans documentation. Plus de mise à disposition du temps d'une autre personne et plus d'utilisation de la famille pour clore une discussion. J'ai regardé autour de la table et j'ai ressenti quelque chose de plus profond qu'une victoire. Mon refus n'avait pas brisé la famille. Il avait brisé un système qui dépendait de mon silence. Si Bastien m'aimait vraiment, pourquoi n'était-il apparu à mes étapes de vie que lorsqu'il avait besoin que j'en sacrifie une? Je n'avais plus besoin qu'il réponde. Ses choix l'avaient déjà fait. 2 jours plus tard, Manon et moi avons embarqué pour notre vol vers Marrakech. Je m'attendais à ce que la culpabilité me suive dans l'avion, mais ce que j'ai ressenti était du calme. Pour la première fois, personne n'attendait que je résolve une crise qu'ils avaient fabriquée. J'ai éteint mon téléphone, regardé la côte disparaître sous les nuages, et laissé l'avenir arriver sans demander la permission à personne. Le voyage n'était pas parfait. Notre chambre d'hôtel était plus petite que sur les photos. Il a plu pendant l'une de nos visites à pied, et nous nous sommes perdus en cherchant un restaurant le 2e soir. Cela n'a fait que rendre l'expérience meilleure. Les souvenirs étaient ordinaires, non écrits, et les miens. Je n'avais pas besoin du voyage pour prouver que j'avais gagné. J'en avais besoin pour prouver que je pouvais tenir une promesse envers moi-même. Pendant notre absence, l'audit financier a continué. Papa m'a dit plus tard que les dépenses personnelles confirmées totalisaient un peu plus de 10 000 euros. Certaines avaient déjà été remboursées discrètement, d'autres non. Bastien a signé un accord de remboursement et a perdu son rôle de gestionnaire dans l'entreprise familiale. Il pouvait toujours travailler sur des projets individuels sous supervision, mais il ne contrôlait plus l'argent, les horaires ou le personnel. L'autorité qu'il avait traitée comme un droit de naissance a disparu parce que la confiance ne pouvait survivre sans responsabilité. Élodie est restée séparée de lui. Elle ne m'a pas raconté chaque détail, et je n'ai pas posé de questions. Elle a dit que Bastien avait commencé une thérapie et lui avait enfin donné un accès complet à leur compte. Le rétablissement de leur mariage dépendrait de son comportement au fil du temps, pas d'une seule excuse émotionnelle. Nos parents ont aussi changé. Maman a arrêté de me transmettre les plaintes de Bastien. Papa s'est excusé à nouveau d'avoir laissé la paix compter plus que la justice. Ils ont utilisé une partie de l'argent remboursé par Bastien pour remplacer le cadeau de diplôme qu'ils avaient retardé après avoir financé sa fausse urgence.
Je l'ai accepté seulement après avoir précisé que je ne voulais pas que ce remboursement devienne une autre raison pour laquelle je devrais obéissance à qui que ce soit. 3 semaines après le voyage, une lettre est arrivée de Bastien. Elle faisait 6 pages. Les 2 premières expliquaient son stress, sa peur et la pression qu'il ressentait pour subvenir aux besoins. Les 2 suivantes blâmaient des habitudes qu'il avait apprises de notre famille. Ce n'est que vers la fin qu'il a écrit la phrase que j'avais besoin de voir. J'ai menti parce que je croyais que Camille serait plus facile à contrôler que les conséquences de la vérité. Il a admis que rater mes anniversaires n'avait pas été accidentel. Une fois qu'il avait réalisé que je lui pardonnerais, il avait arrêté de faire des efforts. Il s'est excusé d'avoir traité ma patience comme une permission. Je ne l'ai pas appelé. J'ai envoyé un seul message. J'ai lu ta lettre. Je ne suis pas prête à reconstruire cette relation. Ne me contacte pas à moins que ce ne soit pour prendre tes responsabilités sans me demander de réduire la conséquence. Il a répondu, je comprends. Qu'il comprenne vraiment ou non n'était pas à moi de gérer. Des mois ont passé. Pour mes 24 ans, mes parents ont organisé un petit dîner. Manon a apporté le même genre de gâteau qu'elle avait acheté quand j'ai eu 21 ans, celui que j'avais laissé non ouvert dans le réfrigérateur de Bastien. Élodie a envoyé des fleurs, mais a respecté ma demande d'espace. Bastien a envoyé une carte par l'intermédiaire de notre mère et elle m'a demandé avant de me la donner. J'ai choisi de ne pas l'ouvrir ce soir-là. Ce choix comptait. Le pardon, s'il venait un jour, se produirait selon mon calendrier. L'accès à ma vie ne serait plus la récompense que quelqu'un recevrait pour avoir dit pardon après avoir épuisé toutes les autres options. Bastien avait ignoré chaque anniversaire parce qu'il croyait que mes étapes importantes attendraient son bon vouloir. Maintenant, il devait les regarder se produire sans lui. Certains spectateurs pourraient trouver cela cruel. J'appelle cela de la proportionnalité. Il n'a pas été détruit, abandonné ou privé de la chance de changer. Il a simplement perdu le pouvoir d'exiger de la proximité tout en se comportant sans égard. La capture d'écran n'a pas ruiné sa vie. Elle a révélé le prix qu'il faisait payer à tous les autres pour la protéger. Et quand j'ai enfin arrêté de payer, la facture lui est revenue. Cette histoire nous rappelle avec force que les liens du sang ne justifient jamais l'exploitation émotionnelle ou financière. Trop souvent, dans les dynamiques familiales, on demande à la personne la plus conciliante de se sacrifier pour maintenir une illusion de paix, laissant les comportements toxiques s'enraciner. Camille a magnifiquement démontré que fixer une limite n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de survie et de respect envers soi-même. La véritable leçon ici est que le pardon ne signifie pas le rétablissement automatique de l'accès à votre vie, surtout quand la confiance a été systématiquement monnayée. Bastien a appris à ses dépens que la loyauté familiale est une rue à double sens et non un chèque en blanc. En cessant de protéger son frère des conséquences de ses propres actes, Camille lui a offert, malgré lui, la seule chance réelle qu'il aura jamais de changer, faire face à sa propre vérité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà dû rompre le silence pour vous protéger d'un membre de votre entourage qui abusait de votre gentillesse ? Pensez-vous que Camille a été trop dure ou que sa réaction était parfaitement justifiée par les années de manipulation ? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, cela m'intéresse énormément de voir comment cette situation résonne avec votre propre vécu.